Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Neon Info. Les nouvelles routes de la soie, également connues sous le nom de Belt and Road Initiative, sont un vaste projet lancé par la République populaire de Chine en 2013 sous l'impulsion du président Xi Jinping. L'objectif principal de cette initiative est de créer un réseau mondial d'infrastructures pour faciliter le commerce et renforcer les liens économiques entre notamment la Chine et d'autres régions du monde, l'Europe, l'Asie centrale, l'Afrique et même l'Amérique latine. Que devient ce projet? On en parle avec notre invité, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. 11 ans après son lancement, justement, que devient le projet économique chinois, les routes de la soie? Les routes de la soie sont toujours ici, puisqu'il faut rappeler que pratiquement c'est en 2013 que cela avait été lancé. Cela avait été lancé, on pensait plus, comme vous l'avez dit au départ, aux infrastructures, que ce soit les ports, le rail, à l'énergie renouvelable. Mais progressivement, sur la base de ce qui a été trouvé sur le terrain, on a amélioré, j'allais dire même réorienté la route de la soie. Au départ, c'est la Chine, comme tout le monde le connaît, c'est la fabrique du monde qui produit énormément. Et puisque la Chine produit pour exporter, il faut pouvoir avoir des voies par lesquelles ces produits vont être exportés. Donc, il y avait un peu cette route-là qui était destinée à permettre aux Chinois, avec leurs produits, de pouvoir accéder à des marchés un peu partout dans le monde. Il faut faire très attention à la conception, c'est une stratégie chinoise. Justement, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que cela inclut concrètement? Mais ce que cela inclut, c'est que la Chine, théoriquement communiste, parce qu'on parle toujours du Parti communiste chinois, est en train de vivre ce que l'Occident avait vécu avec la révolution industrielle. La Chine a une capacité de production qui est énorme. Malgré son plus d'1 milliard de population, la population ne peut pas absorber ce que la Chine produit. C'est pourquoi je parlais de communisme, c'est comme on est dans du capitalisme qui atteint un certain niveau et qui a besoin d'aller chercher des débouchés. Ce qui avait abouti à la colonisation avec, comme on le dit, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. La Chine est dans cette logique aujourd'hui, même si elle ne le fait pas comme l'Occident l'avait fait à l'époque. Mais la Chine est dans cette logique. Et pour pouvoir transporter ses produits, pour pouvoir les mettre dans des marchés, elle participe à la construction d'un certain nombre d'infrastructures qui permettent l'évacuation de ces produits, mais qui sont également des éléments qui apportent un plus dans les pays où ces infrastructures sont mises en place. Mais tout n'est pas gratuit. La Chine n'est pas venue mettre en place des ports, des rails dans nos pays de façon gratuite. Beaucoup de pays qui sont rentrés dedans, en particulier les pays africains, se sont retrouvés dans une situation de dette par rapport à la Chine. L'annonce a été faite donc en 2013 à Astana, au Kazakhstan, lors d'une tournée en Asie centrale du président Xi Jinping. Mais bien des années plus tard, est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer l'impact sur le commerce mondial? Oui, l'impact, il est clair. La guerre que les Américains, que les Européens sont en train de vouloir mener contre la Chine est due au fait que sur le plan économique, cette Chine qu'on a essayé d'étouffer pendant longtemps est en train, au contraire, de conquérir de nouveaux espaces, en particulier l'espace africain. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est pas bon, faut pas aller vers les Chinois. Ils ne regardent pas les questions de démocratie, de liberté d'expression. L'Afrique va s'endetter à nouveau pour tomber encore dans le même problème d'endettement qui était là avec la Banque mondiale, le FMI et les autres pays occidentaux, etc. Mais en fait, ce qui se cache derrière ce discours, c'est des gens qui se rendent compte que leur sphère d'influence, pas seulement sur le continent africain, sont en train d'être réduits parce que la Chine prend de plus en plus de l'espace dedans. C'est pourquoi au départ, je parlais de ports, je parlais de rails, d'énergie renouvelable, mais avec la nouvelle orientation, vous avez l'énergie nucléaire dedans parce que de plus en plus, les pays africains sont dans la logique de produire de l'énergie à partir du nucléaire, mais vous avez plein d'autres éléments qui rentrent en jeu aujourd'hui dans cette coopération et qui n'y étaient pas au départ. Les métaux, par exemple. En 2013, ça faisait 10%. Actuellement, en 2023, ça faisait déjà 40%.
pour voir une progression qui est là, qui est extrêmement claire sur ce plan-là. Les infrastructures, ça reste encore jusqu'à présent, surtout en ce qui concerne le transport. De 34% en 2013, on est à 27% parce que il y a encore des implantations de ports, de rails, etc., que la Chine est en train de faire dans un certain nombre de pays africains. Et les routes, justement, les nouvelles routes de la soie concernent plus de 108 pays, regroupant 4,4 milliards d'habitants et représentant près de 40% du PIB de la planète. Et les banques et les institutions financières chinoises, notamment les banques asiatiques d'investissement pour les infrastructures, sont largement impliquées. Et la Chine, avec ce potentiel aujourd'hui, les nouvelles routes de la soie, fait partie des BRICS. Cette plateforme qui de plus en plus séduit les pays du monde. Oui, mais tout à fait. Regardez le mode de financement de la Chine. Au départ, la Chine était dans de gros investissements. Dans beaucoup de pays africains, le stade a été construit par qui? Le Parlement a été construit par qui? Des sociétés chinoises. Voilà. Il y avait ces grosses infrastructures-là. Mais la Chine se rend compte que ça crée un endettement, et ça crée un endettement où le remboursement est difficile. Parce qu'un stade, on ne le rentabilise pas facilement en Afrique. Un palais présidentiel qu'on construit, on ne le rentabilise pas du tout, pratiquement. Et ça fait des endettements qui créent des problèmes. La Chine, c'est pourquoi je parlais de réorientation, est en train d'aller maintenant vers des projets de moindre importance, mais qui permettent d'impacter le pays et qui permettent surtout de pouvoir rembourser quand on est en situation de dette, pour que la Chine également puisse rentrer dans ses fonds. Rappelez-vous, dans son discours, le Tchadien Mahamat commence à parler déjà à la Chine d'éponger la dette des pays africains. Parce qu'effectivement, ça commence à peser lourd en termes d'endettement. La Chine également se rend compte que ça peut poser un problème. La Chine est en train de revoir les choses pour des projets, on appelle ça clé en main, où la Chine vient, on réalise tout. Ce n'est pas trop costaud, mais l'inconvénient ici, c'est que c'est la Chine qui vient construire et elle vient construire avec les Chinois. Ça pose un problème, alors qu'on a tout le temps dit qu'un des problèmes de l'Afrique, c'est le transfert de la technologie. Avec les Occidentaux, c'était la même chose. On vient, on fait tout, après on vous donne. Et après vous avoir donné même, il faut qu'on vous accompagne dans la gestion, il faut qu'on vous accompagne dans la maintenance de ce qui a été mis en place, parce qu'on ne vous a pas donné les outils vous permettant de pouvoir le faire. Bon, on est en train malheureusement de refaire la même chose avec la Chine. De ce côté-là, il faut que les Africains également agissent pour se rendre compte que la route de la soie, ce n'est pas de la gentillesse chinoise, c'est une stratégie chinoise, mais il faut qu'il y ait une stratégie africaine également pour répondre à la stratégie chinoise. Et pourtant, ces 11 milliards de dollars, c'est le montant que le président chinois Xi Jinping a promis de mettre donc sur la table dans les 3 prochaines années, dans le but de renforcer la coopération entre Pékin et le continent africain. C'était donc la promesse lors du 9e sommet Chine-Afrique. Mais qu'en pensez-vous? Mais c'est costaud. C'est costaud parce qu'en 2003, ils avaient mis déjà sur le marché 21,7 milliards de dollars. Ben, on est à 50. Vous voyez que la différence est importante. Donc, il y a une progression sur ce plan-là. Maintenant, on ne nous a pas dit clairement ces 50 milliards, tout est prêt, il y a des dons. On n'a pas la précision sur comment les choses sont structurées, comment c'est réparti. Parce que ça aussi, c'est important pour pouvoir donner véritablement de la valeur à ces 50 milliards. Si c'est aussi comment c'est réparti entre les pays. Si c'est simplement de la dette, ben, ce n'est pas nécessairement une bonne affaire. Parce que n'oublions pas qu'un de nos problèmes, on a passé tout notre temps à endetter nos pays, au point qu'aujourd'hui, on nous tient par la gorge à cause d'une dette qui n'a pas véritablement participé au développement des pays africains. Il ne faut pas qu'on remette sur le tapis le même principe qui va aboutir, bien sûr, aux mêmes conséquences. Mais cela n'avait pas été précisé. Sur les infrastructures, vous avez le cas du Kenya où on a un chemin de fer, ce qui est une très bonne chose, qui va jusqu'en Ouganda. Mais le truc a été tellement conçu macroéconomique que les communautés n'en bénéficient pas véritablement. Et c'est pourquoi les gens disent oui à la coopération chinoise. Il ne s'agit pas de dire non. Parce que ceux qui veulent que les Africains disent non, c'est parce que la Chine est leur concurrente. Les Africains doivent dire oui à la coopération chinoise. Et ce que les Africains doivent faire, Chinois, Russes, Français, Américains, c'est exactement la même chose. Ne pas rester là à subir la stratégie des autres, mais à dire aux autres, vous avez vos priorités, nous avons également
nos priorités, qu'on s'asseye autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, au lieu de recevoir tout simplement ce que les gens nous apportent sous prétexte que nous n'avons pas les moyens. En matière de bonne gouvernance, les États africains de plus en plus optent pour les partenariats publics et privés. Quels sont les avantages? Mais les avantages sont nombreux parce que quand on prend à l'échelle nationale, est-ce qu'il est nécessaire pour faire un bâtiment de 7 étages d'aller chercher nécessairement les moyens ailleurs? Mais que ce soit au Togo, au Bénin, au Sénégal, mais vous avez des opérateurs économiques qui sont capables pas seulement de faire ce travail d'un point de vue financier, mais qui ont également les compétences pour le faire. En ce moment, au lieu que l'État aille vers une quelconque autre puissance, mais on a plus intérêt à ce que ce bâtiment soit fait par les nationaux qui en ont la compétence. Ça accroît leur capacité sur le plan financier, ça accroît également leur visibilité et leur expérience. Et c'est ça qui nous arrange, parce que quand on ne va pas dans le sens de ce partenariat public-privé, souvent l'État va faire un appel d'offres. Mais si vous le faites à l'international, souvent nos champions économiques ne peuvent pas résister devant certains champions économiques qui n'ont pas une dimension nationale, qui n'ont même pas une dimension africaine, qui ont une dimension qui dépasse tout cela. Et ça fait que finalement, nous donnons des marchés à l'étranger au détriment des nationaux. Moi, je suis foncièrement contre. Il faut faire également du patriotisme sur le plan économique en créant chez nous des géants, en mettant en relation également ces géants africains pour qu'ils puissent faire des conglomérats qui leur permettent de gagner d'énormes marchés sur le plan africain que pour le moment, ils ont du mal à gagner parce que nos États ne participent pas à ce travail. Alors que s'ils le font, mais c'est les Africains qui vont travailler. S'il y a de la technologie qu'on n'a pas, ils feront venir des techniciens, mais ceux qui vont travailler avec ces gens vont également bénéficier de ce transfert de technologie. Et la prochaine fois, c'est les Africains eux-mêmes qui pourront le faire. L'engagement pris lors du 9e sommet Chine-Afrique doit déboucher sur la création d'au moins 1 million d'emplois en Afrique. Une solution au chômage? Une solution, non. Participer à la réduction du chômage. Parce que quand on dit 1 million en Afrique, n'oubliez pas que parfois dans nos pays, dans la campagne électorale, il y a des présidents qui promettent 1 million d'emplois pour un seul pays. Pour un seul pays. Ici, là, on parle de tout le continent. Donc, si on dit 1 million pour tout le continent, vous voyez que quand on fait le rapport, ça ne devient pas grand-chose. D'autant que, quand vous regardez nos pays, le chômage des jeunes, le chômage des femmes est un des plus gros problèmes auxquels nos pays sont confrontés. Il est d'autant plus difficile que souvent dans nos pays, l'administration, c'est-à-dire la fonction publique, continue à être considéré comme l'endroit où on peut avoir un emploi, ce qui est une fausseté. L'État ne peut pas embaucher. Déjà, l'État a des problèmes avec ce qu'il embauche quand il va dans les organismes financiers internationaux. On nous dit que ta masse salariale, là, elle est excessive. On lui demande de baisser, de bloquer les salaires, etc. Ce n'est pas là-bas. C'est dans l'entrepreneuriat, c'est dans le privé. Justement, qu'on comment peut avoir le pouvoir public peut mieux accompagner le secteur privé à pouvoir justement absorber toutes ces compétences sur le marché? Mais ils n'ont qu'à faire comme les Chinois. Si vous allez en Chine, vous voulez installer votre entreprise, vous voulez intervenir, on vous dit de vous associer avec un Chinois. Ils n'ont qu'à faire la même chose ici. En ce moment, le travail qui est fait, on ne va pas intervenir comme des ouvriers. Il y a un transfert de compétences. Il y aura un transfert de compétences. Non seulement il y aura un transfert de compétences, mais si ça se fait sur cette base, mais il n'y aura pas que des Chinois au niveau des chantiers. Et c'est en ce moment qu'on pourra, je ne dirais pas résorber, mais réduire le chômage au niveau de nos pays. Et quand ces gens-là auront cette expérience, mais ils pourront, après, sans les Chinois, faire exactement la même chose. Et sur le plan politique, comment évaluer l'impact des nouvelles routes de la soie? Mais il n'y a pas grand-chose, parce que la Chine a un principe sacro-saint, qui lui va très bien d'ailleurs, parce que la Chine ne veut pas qu'on parle de sa politique intérieure, ni de démocratie, ni de liberté d'expression, ni d'interdiction des manifestations, etc. La conséquence, pour être logique, la Chine fait la même chose avec les autres pays. Est-ce que vous avez déjà entendu la Chine se prononcer sur un quelconque pays en parlant de manifestations, en disant qu'on dénonce, on a attrapé des opposants ou bien on a emprisonné je ne sais pas quoi? Eux, c'est leur principe, non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Mais il faut bien comprendre la logique. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un s'ingère dans leurs propres affaires intérieures. Ça fait que quand il y a cette collaboration, les Africains, à la limite, se frottent la main,
parce que la Chine n'est pas regardante sur des questions de droits de l'homme ou de liberté individuelle et collective. Cette 9e édition, en tout cas du sommet Chine-Afrique, a tenté en tout cas de mettre en lumière une forme de restructuration des partenariats entre la Chine et les pays africains. Quel regard justement portez-vous sur cette nouveauté, cette innovation dans les rapports? Mais la rénovation est importante ici parce qu'on parle aujourd'hui de nouvelles routes de la soie. 10 ans après. C'est-à-dire qu'on est en train de réorienter. On parle par exemple de la nouvelle route de la soie, mais qui sera cette fois-ci une route numérique. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'évolution d'un point de vue technologique, alors que quand on parlait de la première route de la soie, la route avait un caractère plutôt physique. On est en train d'aller vers le numérique. Oui. La question de la santé n'avait pas été très intégrée au départ en 2013. Aujourd'hui, la question de la santé prend de l'importance dans cette route de la soie qu'ils appellent carrément également nouvelle route de la soie sanitaire. Des leçons tirées des différentes crises vécues. Mais tout à fait. Notamment la COVID-19. Tout à fait. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est important que les Africains soulèvent également leurs propres priorités et mettre en place leur propre stratégie pour ne pas être là à subir une stratégie où c'est la Chine qui cherche ce qui l'arrange en termes de débouchés, qui cherche ce qui l'arrange parce que la Chine a besoin de matières premières. Mais il faudrait que nous qui fournissons ces débouchés, nous qui fournissons ces matières premières, qu'on puisse trouver notre compte également dans ce partenariat avec la Chine. Et où se trouve justement la question sécuritaire au milieu de tout ce débat? La question sécuritaire est une donne qui s'est accélérée avec la question du terrorisme. Au départ, quand on ne parlait pas des questions sécuritaires. Mais aujourd'hui, avec la question du terrorisme, on a le même scénario. D'autant il est compliqué de s'endetter avec les Occidentaux, avec le Fonds monétaire, etc. Autant aujourd'hui, nos pays rencontrent des difficultés pour acheter des armes avec ces pays qui mettent certains pays sous embargo, qui vous demandent de faire des autorisations, des licences, de sorte que accéder aux armes devient un problème. Mais acheter des armes en Chine, c'est comme le partenariat avec la Chine, c'est beaucoup plus facile. De sorte qu'actuellement, effectivement, sur le plan militaire, les Chinois, qui au départ n'étaient pas trop sur ce marché-là par rapport à l'Afrique, sont en train de faire partie aussi des plus gros fournisseurs d'armes sur le continent africain, où malheureusement, il y a beaucoup de conflits à ce jour. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.